Ma mère a envoyé un message dans la conversation de groupe de la famille, le dîner de la fête des mères est réservé aux enfants qui ont réussi. Toi? Ouvrière d'usine. Renier. Tout le groupe a commencé à réagir avec des émojis qui rient et des cœurs. Je suis restée silencieuse et j'ai encaissé l'humiliation. Puis je suis partie discrètement. Quelques années plus tard. Chômage. Faillite. Mendicité. C'est tout ce qu'il leur restait. Je m'appelle Anna Carter. J'ai 31 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, la façon la plus rapide de décevoir ma mère était de dire à quelqu'un ce que je faisais pour vivre. Je travaillais avec l'acier, les étincelles, la chaleur et de longues journées de travail qui me laissaient les épaules endolories et les bottes couvertes de poussière. J'étais soudeuse dans une petite ville de l'Ohio. Le genre de travail qui maintient les vraies choses debout. Mais dans ma famille, c'était traité comme une confession qu'aucune personne décente ne devrait prononcer à voix haute. Après la mort de mon père, je suis resté. J'ai renoncé à la version propre et impressionnante d'un avenir dont les gens aiment se vanter, parce qu'il fallait encore payer les factures et que quelqu'un devait être celui qui ne s'enfuyait pas. Je me suis dit que le travail acharné compterait. Je me suis dit que la loyauté compterait. Je me suis dit que la famille finirait par voir le sacrifice. Puis la fête des mères est arrivée. Je venais de rentrer du travail et je réchauffais des restes lorsque mon téléphone s'est allumé avec la conversation de groupe de la famille. Au début, cela ressemblait à un de ces faux messages de vœux mielleux que les gens envoient pour feindre l'amour en public. Puis j'ai continué à lire. Le dîner était réservé aux enfants qui avaient réussi. Pas à celles qui travaillaient de ses mains. Pas à celles dont il était impossible de se vanter. Quelques secondes plus tard, les réactions ont commencé à affluer. Des émojis qui rient, des cœurs, des célébrations. Personne n'a arrêté ça. Personne ne l'a corrigé. Personne n'a prononcé mon nom comme si j'avais encore ma place là-bas. Je suis resté debout dans ma cuisine, fixant cet écran, sentant quelque chose de plus froid que la colère s'installer dans ma poitrine. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'être insulté fait mal. Mais être effacé par sa propre famille vous change à jamais. Et ce qui s'est passé après ce message est la raison pour laquelle aucun d'entre eux ne pourra jamais plus dire que je leur devais quoi que ce soit. Avant de vous dire exactement ce que j'ai fait ensuite et comment cette conversation de groupe familial est revenue hanter chacun d'entre eux, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Parce que j'ai le sentiment que cette histoire va voyager bien plus loin que ma mère ne l'aurait jamais imaginé. Je n'ai pas répondu par message. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas jeté mon téléphone à travers la pièce ni conduit jusqu'à ce dîner pour demander quel genre de mère écrit quelque chose comme ça. Je suis resté là, dans ma cuisine, jusqu'à ce que le micro-ondes sonne, j'ai baissé les yeux sur une assiette de nourriture pour laquelle je n'avais soudain plus faim, et j'ai réalisé quelque chose que j'ai mis des années à formuler. Le message faisait mal, mais les réactions faisaient encore plus mal. Les visages rieurs, les cœurs, le silence joyeux de personnes qui m'avaient vu rester après la mort de papa, qui m'avaient vu prendre des heures supplémentaires. Qui m'avaient vu réparer le toit quand il fuyait et remplacer un chauffe-eau cassé avec de l'argent que j'aurais dû économiser pour moi. Ils savaient tous exactement ce que j'avais fait pour cette famille, et aucun d'entre eux n'a tapé une seule phrase pour l'arrêter. C'est ce qui a provoqué une rupture nette en moi. Pas bruyamment, silencieusement, comme une corde qui cède enfin après avoir supporté trop de poids pendant trop longtemps. J'ai ouvert les paramètres de la conversation, mis le fil en sourdine, pris une capture d'écran et l'ai enregistré dans un dossier que j'ai nommé épreuve. Puis j'ai bloqué chaque numéro de ce groupe, un par un. Ma mère d'abord, puis mon frère, puis ma sœur, puis les cousins et la tante qui disaient toujours que la famille, c'est tout, juste avant de disparaître dès que les choses tournaient mal. Le lendemain matin, je me suis quand même levé avant le lever du soleil, j'ai enfilé mes vêtements de travail, attaché mes cheveux et conduit jusqu'à l'atelier comme si c'était un lundi comme les autres. La chaîne de production fonctionnait à plein régime et dans le bruit. L'odeur de métal et d'huile brûlée s'imprégnait dans ma peau comme toujours. Mon superviseur m'a demandé si je pouvais rester tard parce qu'une livraison était arrivée avec une erreur. Et j'ai dit oui sans réfléchir. J'ai continué à avancer. J'ai continué à réparer ce qui était cassé. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. À la pause déjeuner, j'avais déjà rempli une candidature en ligne pour un poste à Fort Wayne, en Indiana, dans une plus grande usine de fabrication avec un meilleur salaire, une meilleure formation et une prime de réinstallation s'il m'embauchait. Je n'en ai parlé à personne.
ni au travail, ni en ville, pas même à la voisine qui avait l'habitude de m'apporter de la tarte aux pêches et de me demander si j'avais eu des nouvelles de ma mère. 2 jours plus tard, l'usine de Fort Wayne m'a appelé pour un entretien vidéo. Le directeur du recrutement m'a demandé pourquoi je voulais quitter l'Ohio, et je lui ai donné la réponse polie sur les opportunités de croissance et le désir d'un plus grand défi. Je n'ai pas dit que c'était parce que ma propre mère avait transformé la fête des mères en une exécution publique et que ma famille avait applaudi. Je n'ai pas dit que c'était parce que j'étais fatigué d'être la déception fiable dans une maison pleine de gens qui confondaient l'image avec le caractère. J'ai reçu l'offre d'emploi la semaine suivante. J'ai signé les papiers le soir même à ma table de cuisine, entouré de cartons à moitié faits et du silence étrange et creux qui suit une décision que vous savez qu'elle va changer votre vie. J'ai vendu ce dont je n'avais pas besoin, donné quelques sacs de vêtements, annulé mes abonnements locaux et changé de numéro avant mon dernier jour de travail. Je n'ai laissé aucune adresse de suivi, aucune note d'adieu, aucun discours dramatique, juste une clé sur le comptoir de mon appartement et une rupture nette. 2 samedis plus tard, j'ai chargé 2 valises, une boîte à outils, un sac de sport et une boîte pliante pleine de paperasse dans mon vieux pick-up et j'ai commencé à rouler vers l'ouest avant l'aube. Je me souviens du ciel ce matin-là. Gris plat. Sans beauté. Pas de sentiment cinématographique que je recommençais à zéro. Juste une longue autoroute, du mauvais café dans un gobelet en papier, et mes mains agrippant le volant assez fort pour me faire mal. J'ai pleuré une fois, peut-être à 20 minutes de la ville, puis j'ai essuyé mon visage, baissé la vitre et continué. Fort Wayne n'était pas glamour. Mon premier appartement était petit et beige et avait un chauffage qui cliquetait toute la nuit comme s'il essayait de m'envoyer des avertissements en code. Mais il était à moi. Personne là-bas ne me connaissait comme la fille qui avait ruiné le récit familial en travaillant de ses mains. Personne là-bas ne me regardait avec pitié quand je disais que je n'étais jamais allé dans une université de 4 ans. À la nouvelle usine, j'étais juste la nouvelle soudeuse de la 2e équipe, celle avec des mains stables, un œil vif pour les mauvaises soudures, et l'habitude de rester silencieuse à moins qu'il y ait un problème à résoudre. Je travaillais de nuit et utilisais mes matinées pour suivre des cours en ligne sur la conformité en matière de sécurité, le flux de processus, la lecture de plans et les bases des opérations. Pendant mes jours de congé, je prenais des petits boulots pour réparer des cadres métalliques, des portails et des équipements pour de petits ateliers locaux. Je disais non à presque tout ce qui ne me faisait pas avancer. Pas de nouveaux drames, pas de vérification de mon ancienne ville sur Facebook. Pas de surveillance nocturne des profils de mes frères et sœurs pour voir s'ils s'étaient un jour sentis coupables. J'ai supprimé toutes les applications qui rendaient trop facile le fait de regarder en arrière. Certains soirs, je voulais craquer. Certains soirs, je m'asseyais sur le sol de mon appartement, le dos contre le canapé, et je fixais cette capture d'écran de la conversation de groupe jusqu'à ce que ma vision se brouille. Mais chaque fois que je pensais à les contacter, je me souvenais des émojis qui rient. Je me souvenais avec quelle facilité ils m'avaient effacé. Alors j'ai continué, tranquillement, constamment. Et à la fin de cette première année, j'avais appris la leçon la plus importante de ma vie d'adulte. Partir sans explication est une forme de respect de soi lorsque les personnes que vous laissez derrière vous ont clairement montré qu'elles ne comprennent votre silence que tant qu'il les met à l'aise. Ma vie n'a pas changé d'un seul coup. Il n'y a pas eu de transformation magique, pas de montage avec un éclairage parfait, pas de moment où je me suis regardé dans un miroir et ai soudain vu une femme plus forte me fixer. Ce que j'avais à la place, c'était la routine. Une routine dure, simple, répétitive. J'ai appris à connaître chaque machine de ma section de l'atelier. J'ai appris quels soudeurs plus âgés savaient vraiment ce qu'ils faisaient et lesquels aimaient simplement parler assez fort pour paraître expérimentés. J'ai appris à repérer un goulot d'étranglement dans la production avant qu'il ne devienne un désastre pour toute l'équipe. J'arrivais tôt, je prenais des notes, je posais des questions intelligentes et j'arrêtais de m'excuser d'occuper de l'espace dans des pièces où j'avais mérité ma place. Les gens l'ont remarqué, pas tous en même temps, mais suffisamment. Environ 8 mois après le début de ce travail, un planificateur de maintenance nommé Ethan Brooks est venu lors d'un blocage sur l'une des lignées et a demandé qui avait détecté le défaut dans la séquence d'assemblage avant que tout le lot ne soit mis au rebut. Mon superviseur m'a montré du doigt avec une tasse de café et a dit « C'est Anna ». Ethan m'a regardé, a regardé la machine et a posé une question. « Voulez-vous me montrer où ça a commencé à mal tourner ?» Il n'a pas fait cette chose que certains hommes font où ils vous expliquent votre propre idée plus lentement comme s'il narrait pour un enfant. Il a simplement écouté. Je lui ai montré le problème de séquence. Il a hoché la tête.
Et à partir de ce moment-là, nous nous sommes retrouvés dans les mêmes coins de l'usine à parler de réparation, de temps d'arrêt, de maux de tête liés à l'inventaire et de la raison pour laquelle la direction semblait toujours surprise que des raccourcis bon marché causent des problèmes coûteux. La première fois qu'il m'a demandé si je voulais prendre un café après le travail, j'ai failli dire non par habitude. Non pas parce qu'il ne me plaisait pas, mais parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement habitué à survivre seul que tout ce qui était doux me semblait suspect. Mais Ethan était patient d'une manière qui créait de l'espace autour de moi au lieu de me presser. Nous avons pris un café, puis des hamburgers d'un restaurant au volant qui servait des frites si salées qu'elles auraient dû être accompagnées d'un avertissement. Puis de longues promenades nocturnes dans un parc où les lampadaires étaient faibles et où les canards se comportaient comme s'ils payaient un loyer. Il avait une façon calme de poser des questions et d'attendre la vraie réponse. Pas la version polie, la vraie. Quand il m'a interrogé sur ma famille pour la première fois, j'ai dit « Nous ne sommes pas proches ». Il a hoché la tête une fois et a dit « D'accord ». Puis il a changé de sujet. Ce simple respect m'a frappé plus fort que je ne l'ai laissé paraître. Il n'a jamais insisté. Alors, finalement, je lui en ai dit plus. Pas tout d'un coup. Par bribes. La mort de mon père, le fait que je sois resté, la conversation de groupe, le message, le silence. Après avoir écouté avec le genre de visage que les gens ont quand ils essaient très fort de ne pas vous montrer à quel point ils sont en colère en votre nom. Un mois plus tard, il a dit quelque chose dont je me souviens encore mot pour mot. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont appris à accepter moins que c'est ce que tu méritais. Personne ne me l'avait jamais dit de cette façon auparavant. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard dans un palais de justice avec 2 collègues comme témoins et un greffier qui avait l'air d'avoir vu toutes sortes d'amours et toutes sortes d'erreurs. Je portais une simple robe crème que j'avais achetée en solde. Ethan portait la seule veste de costume qu'il possédait sans se plaindre une seule fois, c'est comme ça que j'ai su qu'il m'aimait. Après, nous avons mangé du barbecue dans un endroit avec des tables collantes et des côtes incroyables, puis nous sommes rentrés en riant parce que toute la journée avait semblé plus honnête que tous les dîners de famille formels auxquels j'avais jamais assisté dans ma vie. Nous avons acheté une petite maison de ville l'année suivante. Rien d'extraordinaire, des marches d'entrée étroites, une petite parcelle de gazon, une cuisine avec pas assez de placards, mais l'hypothèque était à nous, et chaque couleur de peinture sur les murs a été choisie sans que personne ne me dise ce qu'une femme respectable devrait préférer. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de notre fille, je suis resté assise sur le sol de la salle de bain pendant 10 minutes entières, tenant le test dans mes 2 mains comme s'il pouvait disparaître si je clignais des yeux. Ethan est rentré à la maison pour me trouver en train de pleurer et de rire en même temps, ce qui n'a pas amélioré sa panique jusqu'à ce que je brandisse le test et que je vois son visage entier changer. Il est tombé à genoux devant moi, a posé ses mains sur les miennes et a murmuré « Nous allons faire ça différemment ». Cela comptait plus pour moi que des fleurs ou des discours ou n'importe quel grand moment cinématographique. Nous allons faire ça différemment. C'est devenu la promesse silencieuse qui sous-tendait tout. Quand notre fille Mia est née, petite, furieuse et parfaite, j'ai compris en un instant aigu à quel point l'amour conditionnel est contre nature. Je l'ai tenue contre ma poitrine dans cette chambre d'hôpital et j'ai pensé qu'il n'y a rien qu'elle pourrait devenir qui me ferait l'humilier d'être la mienne. Rien. Pas si elle travaillait avec l'acier. Pas si elle travaillait avec des feuilles de calcul. Pas si elle changeait d'avis 100 fois avant 30 ans. Pas si elle échouait et devait tout recommencer. Pas si elle choisissait une vie que personne d'autre ne comprenait. La regarder a rendu ma mère plus petite dans ma mémoire, non pas parce que la blessure avait disparu, mais parce que j'ai finalement vu à quel point ce que j'avais appelé normal était en fait de la cruauté dans des vêtements respectables. Ethan a demandé une fois, quand Mia avait environ 6 mois, si je voulais envoyer un faire-part de naissance quelque part. C'était une question juste. Il connaissait la réponse avant que je la donne, mais il l'a posée gentiment parce que c'est qui il est. J'ai dit, non, les gens qui m'ont effacé n'ont pas de nouvelles de la vie à laquelle ils ont choisi de perdre l'accès. Il a hoché la tête et m'a embrassé le front. Et ce fut la fin de la conversation. Pas de culpabilité, pas de pression, pas de petits discours sur le pardon. C'était un autre cadeau que ma nouvelle vie m'a offert. L'espace pour dire la vérité sans être puni pour cela. Au moment où Mia a eu 2 ans, j'avais été promu 2 fois. D'abord chef d'équipe, puis superviseur de production. L'ancienne version de moi aurait pensé que les titres étaient ce qui changeait une vie. Mais ce n'était pas ça. Ce qui a changé ma vie, c'est de réaliser que j'étais devenu quelqu'un en qui les gens avaient confiance sous pression. Quand une ligne de production tombait en panne,
je restais calme. Quand un problème de fournisseur menaçait la livraison, je trouvais rapidement le point faible. Quand les nouveaux travailleurs avaient besoin d'aide, je leur enseignais sans essayer de paraître supérieur. Je connaissais l'atelier parce que j'avais vécu dans l'atelier. Je connaissais le rythme d'une usine parce que j'y avais passé assez d'années pour comprendre que l'efficacité ne se résume pas à des chiffres. C'est une question de personnes, de processus, de maintenance, de timing, et des 1000 petites décisions qui séparent une opération stable du chaos quotidien. Pendant que Mia faisait la sieste les week-ends et qu'Ethan pliait le linge avec le sérieux d'un homme manipulant des documents classifiés, j'ai commencé à construire quelque chose de plus, à petite échelle. Au début, quelques propriétaires de magasins locaux que j'avais rencontrés par le travail m'ont demandé si je pouvais venir examiner leur agencement, leurs pratiques de sécurité et leur flux de production, car ils perdaient du temps et de l'argent à cause d'erreurs évitables. J'ai dit oui au premier, j'ai facturé moins que ce que j'aurais probablement dû, et j'ai passé 2 jours à parcourir leur atelier, à prendre des notes, à parler aux opérateurs et à élaborer un plan pratique qui réduisait le gaspillage sans traiter les travailleurs comme des pièces jetables. Le mot s'est répandu, un autre atelier a appelé, puis un autre. Puis un fournisseur régional m'a demandé si je faisais du conseil. Je travaillais toujours à plein temps, je préparais toujours mon déjeuner, je tressais toujours les cheveux de Mia avant la garderie. Mais j'ai commencé à prendre suffisamment de travail extérieur pour qu'Ethan finisse par regarder mon emploi du temps un soir et dise « Anna, c'est une entreprise, pas une activité secondaire. » J'ai ri, mais il avait raison. En 2 ans, j'avais une petite société de conseil qui aidait les fabricants de taille moyenne à améliorer leur système de sécurité, leur flux de travail, l'équilibrage des lignes et la réponse au temps d'arrêt. J'ai d'abord embauché 2 personnes, puis 4, puis plus. À 31 ans, mon équipe était passée à 12. Certains travaillaient sur site, d'autres s'occupaient de la documentation, du suivi de la conformité et des supports de formation. Nous n'étions pas tapas accent grave l'œil. Nous étions efficaces, le genre d'entreprise que les gens appelaient après en avoir eu marre de payer des consultants coûteux pour dire des choses évidentes dans de plus belles polices de caractère. À l'usine, j'ai accédé à un rôle opérationnel avec un bureau qui donnait sur l'atelier. Je ne me suis jamais permis d'oublier ce que l'on ressentait sur cet atelier. Je le parcourais encore tous les jours. Je connaissais encore les noms des personnes qui travaillaient au poste. Je me souvenais encore de ce que c'était que d'être méprisé par quelqu'un en vêtements propres qui n'avait jamais passé 10 heures debout sur du béton. Ça comptait. Le succès a changé ma vie financière. Mais il n'a pas changé mes valeurs. Ethan et moi payions nos factures à temps, mettions de l'argent de côté, réparions les choses avant qu'elles ne deviennent des urgences, et construisions le genre de stabilité ennuyeuse dont les gens ne parlent pas parce qu'elle est trop réelle pour être photographiée. Les vendredis soirs étaient consacrés aux plats à emporter et aux dessins animés avec Mia. Les samedis matins, c'était les crêpes, les listes de courses et les sorties au parc. Nous avons planté des tomates un printemps et une seule d'entre elles a survécu, ce qu'Ethan a défendu comme si c'était un héritage familial. Je n'ai jamais publié sur mes promotions, jamais fait de discours en ligne sur le fait de prouver aux gens qu'ils avaient tort. Jamais essayé de retourner dans mon passé pour montrer à qui que ce soit ce que j'étais devenu. Non pas parce que j'étais au-dessus de ça, mais parce que j'avais sincèrement arrêté de me soucier de ce qu'ils pensaient la plupart du temps. Et c'était la partie à laquelle je ne m'attendais pas. La paix n'arrive pas avec des feux d'artifice. Elle arrive le jour où vous remarquez que vous avez passé 3 semaines sans vous demander si les gens qui vous ont fait du mal le regrettent enfin. La seule raison pour laquelle quelqu'un de mon ancienne vie a eu de mes nouvelles, c'est parce qu'une publication professionnelle a publié un profil sur les femmes qui façonnent l'avenir de l'industrie manufacturière dans le Midwest. J'ai failli refuser. Puis l'une de mes employées, une mère célibataire qui avait reconstruit sa propre vie après des épreuves pires que ce que la plupart des gens peuvent imaginer, a dit « Tu devrais le faire. Les filles ont besoin de voir quelqu'un comme toi dans ce magazine. » J'ai donc fait l'interview. J'ai parlé de main-d'œuvre qualifiée, de leadership, de culture d'usine et de la façon dont trop de gens sous-estiment l'intelligence requise pour faire fonctionner les systèmes physiques. J'ai posé avec un casque de sécurité pour la photo et j'ai souri comme je le fais quand j'essaie de ne pas avoir l'air gauche sous des lumières vives. L'article est sorti un jeudi. Le vendredi après-midi, 3 clients m'avaient envoyé des félicitations par courriel. Mon équipe a apporté des cupcakes dans la salle de conférence. Ethan a envoyé des fleurs à mon bureau avec une carte qui disait « Tu n'as jamais été ce qu'il t'appelait. Tu as toujours été ça. » J'ai gardé la carte dans le tiroir de mon bureau. Puis le dimanche soir,
alors que j'étais assise sur le tapis du salon en train d'aider Mia à construire une tour avec des blocs dépareillés, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. J'ai baissé les yeux, lu la première ligne, et j'ai senti tout mon corps s'immobiliser. Salut Anna, c'est Vanessa. Il faut qu'on parle. Pendant une seconde, j'ai cru que j'imaginais. J'ai relu le message, puis une troisième fois. Ethan a remarqué mon visage avant que je ne dise quoi que ce soit et a pris le téléphone. Il a lu l'écran, me l'a rendu et a demandé, « Tu veux que je reste dans la pièce ?» Cette question, c'est pour ça que je l'ai épousée. Pas « Qu'est-ce que tu as fait ?» Pas « Tu vas répondre ?» Juste « Tu veux que je sois là ?» J'ai hoché la tête. Il est donc resté assis à côté de moi sur le tapis pendant que Mia fredonnait pour elle-même et renversait sa petite tour de bloc avec la satisfaction dramatique que seuls les tout-petits peuvent atteindre. Le message suivant est arrivé 30 secondes plus tard. Maman a vu ton article. On ne savait pas que tu réussissais si bien. Nous sommes fiers de toi. Ce mot fier a sonné si faux si vite que ça m'a presque fait rire. Fier. Il y a des mots que les gens méritent le droit d'utiliser et celui-là était périmé depuis des années. Je n'ai pas répondu. Puis un autre message. Maman traverse une période difficile. Derek aussi. Les choses ont été dures. Peux-tu appeler, s'il te plaît? Ethan a lu celui-là par-dessus mon épaule et a expiré par le nez. Le genre de souffle qui signifiait qu'il voyait déjà exactement de quoi il s'agissait. J'aimerais pouvoir dire que je n'ai rien ressenti, mais la vieille douleur familiale ne part jamais proprement. Elle vit dans votre système nerveux, dans la vitesse de votre rythme cardiaque, dans la façon dont votre poitrine se serre avant même que votre cerveau ait compris. J'ai posé mon téléphone face contre terre et je me suis dit d'attendre. J'ai tenu 7 minutes avant qu'il ne sonne. Numéro inconnu à nouveau. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis un autre, puis un troisième. Au 5e appel, j'ai finalement mis le haut-parleur. Je n'ai pas dit bonjour tout de suite. J'ai juste écouté le petit crépitement. Puis la voix de ma mère, plus douce et plus tremblante que dans mon souvenir. Anna, ma chérie. Oh mon Dieu, j'ai essayé de te joindre, ma chérie. Cela m'a presque impressionné. La femme qui avait publiquement décidé que je n'étais pas digne d'un dîner de la fête des mères sortait maintenant des surnoms affectueux de ses archives comme si c'était une réunion de famille retardée par le temps. Je n'ai rien dit. Elle a comblé le silence rapidement, comme le font les gens qui ont peur que la vérité n'arrive en premier. Elle m'a dit qu'elle avait vu l'article, m'a dit que j'étais magnifique, m'a dit qu'elle avait toujours su que j'étais capable de plus que je ne le réalisais. Elle a dit que tout le monde était si fier et si heureux de renouer le contact. J'ai regardé le mur du fond pendant qu'elle parlait parce que si j'avais regardé Ethan, j'aurais peut-être ri de son culot. Finalement, j'ai dit, « Pourquoi appelles-tu » Il y a eu une pause. Pas longue, juste assez pour que la performance se transforme en véritable argumentaire. Elle m'a dit qu'elle avait pris une retraite anticipée et fait quelques investissements qui n'avaient pas fonctionné. Quelques investissements se sont avérés signifier qu'elle avait englouti la plupart de ses économies dans une série d'entreprises de bien-être et de style de vie qui étaient manifestement conçues pour enrichir les gens au sommet pendant que tous les autres se vendaient des vitamines et de l'espoir. Les uns aux autres sur les parkings d'église et les directs sur Facebook. Elle avait également contracté des dettes sur sa maison pour couvrir les pertes, car elle continuait de penser que la prochaine opportunité réglerait la précédente. Ce ne fut pas le cas. La maison était partie. Elle vivait dans un appartement en location avec Vanessa. Puis vint Derek. Mon frère, qui expliquait les marchés lors des dîners de fête comme si nous autres étions chanceux de respirer le même air, avait apparemment passé les dernières années à prendre des raccourcis dans son travail hypothécaire. À pousser les clients vers de mauvais produits et à cacher des détails pour protéger sa commission. Quand les plaintes se sont accumulées, les régulateurs ont commencé à tirer sur les fils. Une chose en entraînant une autre. Poursuite, enquête, un accord de plaidoyer. 18 mois. Ma mère a dit tout cela sur le ton blessé d'une femme décrivant une tempête qui les avait frappés sans raison. Comme si la cupidité et l'arrogance étaient des phénomènes météorologiques plutôt que des choix. Vanessa avait aussi perdu son emploi. Restructuration pharmaceutique, licenciement, dette, un bail qu'elle ne pouvait plus se permettre. Un style de vie qui avait flotté sur les apparences pendant si longtemps qu'il s'est effondré à la minute où un revenu stable a disparu. Ils avaient tous atterri ensemble dans un petit appartement plein de ressentiments,
de panique et de vieilles habitudes. Et d'une manière ou d'une autre, après toutes ces années, j'étais la réponse qui leur était venue à l'esprit. La voix de ma mère s'est faite plus fine à mesure qu'elle continuait. Elle a dit qu'ils avaient besoin d'aide. Pas pour toujours, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Peut-être un peu d'argent, peut-être de l'aide pour un avocat. Peut-être que je connaissais quelqu'un qui pourrait mettre Vanessa en contact avec du travail. Peut-être que Derek avait besoin d'une lettre de moralité. Peut-être que la famille devrait se serrer les coudes dans les moments difficiles. Cette phrase m'a presque coupé le souffle. La famille devrait se serrer les coudes dans les moments difficiles. J'ai regardé Ethan. Il n'a pas parlé. Il est juste resté assis là, à côté de moi, une main posée sur le panier à jouets de Mia, complètement immobile. Ma mère a continué à parler. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs. Elle a dit, les mères disent des choses qu'elles ne pensent pas quand elles sont sous pression. Elle a dit que j'avais pris ce vieux message de groupe trop personnellement. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est complètement refroidi. Non pas parce que c'était la pire chose qu'elle ait jamais dite, mais parce que c'était la plus claire. Même maintenant, elle ne pouvait pas dire « j'ai fait ça ». Même maintenant, elle voulait transformer l'humiliation en malentendu et la cruauté en stress. J'ai dit « tu as dit à toute la famille que j'étais trop embarrassante pour être revendiquée parce que je travaillais dans un métier manuel. Tu m'as dit de ne pas venir au dîner de la fête des mères. Et ils t'ont tous soutenu. » Elle s'est précipitée pour répondre. « Oh chérie, c'était il y a des années. On a tous dit des choses. » Non, les jeux coupés. Tu les as écrites. Ils y ont réagi. Je me souviens exactement de ce qui s'est passé. Elle s'est mise à pleurer alors. De vrais pleurs peut-être, ou des pleurs utiles. À ce stade, peu m'importait. Elle a dit qu'elle voulait arranger ça. Elle a dit que je lui manquais. Elle a dit qu'elle voulait connaître sa petite fille. La tête d'Ethan s'est tournée à cette phrase, lentement et brusquement. Nous ne leur avions jamais parlé de Mia, ce qui signifiait soit que Vanessa avait trouvé quelque chose en ligne par quelqu'un d'autre, soit que ma mère faisait une supposition désespérée basée sur l'âge et le timing. Les deux options me donnaient la chair de poule. J'ai mis fin à l'appel 5 minutes plus tard sans rien lui donner. Pas de promesse, pas d'adoucissement, pas de peut-être. Juste je vais réfléchir pour savoir s'il y a encore quelque chose à discuter. Puis j'ai raccroché. 10 minutes plus tard, Vanessa m'a envoyé une photo souriante d'un Noël lointain dont je me souvenais à peine. Puis une deuxième d'un voyage à la plage où j'avais passé la moitié des vacances à faire des sandwichs parce que personne d'autre n'avait anticipé. Puis une troisième. Tu te souviens quand on était proches? J'ai fixé ces photos et n'ai ressenti absolument rien de tendre monter en moi. La mémoire n'est pas la même chose que la sécurité. Le lendemain matin, Derek a envoyé une lettre via un système de messagerie de prison. Même pas de vraies excuses, plutôt un discours sur la façon dont la vie humilie tout le monde et que la famille ne devrait pas laisser l'orgueil les séparer. L'orgueil. Ce mot, venant de lui. J'admirais presque cet engagement dans l'illusion. Ce soir-là, j'avais un dossier complet de captures d'écran, d'appels, de messages, de courriels, de photos destinées à manipuler, de larmes destinées à contourner la responsabilité. Et pour la première fois depuis cette conversation de groupe originale, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la blessure. La clarté. Ils ne m'avaient pas retrouvé parce qu'ils m'aimaient. Ils m'avaient retrouvé parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de la fille qu'ils avaient autrefois traitée comme un poids mort en botte de travail. J'ai attendu 3 jours avant de répondre et je l'ai fait exprès, non pas pour jouer à des jeux. Pour m'assurer que chaque mot que j'enverrais viendrait de la fermeté, pas du choc. Pendant ces 3 jours, ma mère a appelé 11 fois. Vanessa a appelé 6 fois. Derek a envoyé 2 autres messages, chacun plus offensé que le précédent que je ne me sois pas précipité comme un plan de secours loyal, enfin autorisé à revenir sur scène. Le 4e matin, alors que Mia était à la garderie et qu'Ethan était déjà au travail, je me suis assise à mon bureau avec un café refroidi à côté de moi et j'ai ouvert le dossier appelé épreuve. La capture d'écran était toujours là. Le message de la fête des mères, les réactions, toute la scène de crime numérique préservée exactement comme elle l'avait été. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai commencé un message de groupe avec eux 3. J'ai d'abord joint la capture d'écran. Puis j'ai tapé une seule phrase. C'est le jour où vous avez mis fin à votre droit sur moi.
J'ai fixé l'écran avant de l'envoyer. Non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je savais qu'une fois que je l'aurais fait, il n'y aurait plus de place pour qu'ils prétendent que l'histoire avait été un triste malentendu. J'ai appuyé sur envoyer. Mon téléphone s'est allumé moins d'une minute plus tard. Vanessa d'abord. Anna, pourquoi enverrais-tu ça? On essaie d'aller de l'avant. Ma mère ensuite. C'était cruel. Tu sais que je n'étais pas moi-même à l'époque. Puis Derek. Alors tu vas vraiment nous jeter un vieux message à la figure pendant que cette famille s'effondre. J'ai lu les 3 et j'ai ri une fois, à voix haute, seul dans mon bureau. Un vieux message. Comme si le rejet public était une faute de frappe. Comme si les années qui ont suivi n'avaient pas été construites sur le silence qu'ils ont tous maintenu jusqu'à ce que mon succès devienne utile. Je n'ai pas répondu tout de suite. Cet après-midi-là, ma mère a fait quelque chose qui a rendu le tout plus clair que jamais. Elle a laissé un commentaire sous l'article de la publication professionnelle sur Facebook. C'est ma fille. J'ai toujours su qu'elle était spéciale. Nous sommes tous si fiers d'elle. La voilà, la performance. La même femme qui m'avait dit de ne pas venir dîner parce que mon travail l'embarrassait essayait maintenant d'utiliser mon visage pour s'acheter de la dignité en public. Un de mes employés m'a envoyé la capture d'écran avant même que je ne la voie moi-même et a dit « Eh, je ne savais pas que ta mère était dans les commentaires. » Ça a réglé la question. Ce n'était plus seulement de la mendicité. C'était de la récupération de réputation. Ma mère ne demandait pas seulement de l'argent. Elle essayait de se rattacher à la version de moi qu'elle avait autrefois rejetée pour que d'autres personnes puissent la voir comme la mère d'une femme qui a réussi. J'ai supprimé le commentaire. Puis je les ai bloqués tous les 3 de toutes les pages visibles liées à mon travail. Ce soir-là, après que Mia se soit endormie avec une chaussette manquante et son lapin en peluche à l'envers sous son bras, Ethan et moi nous sommes assis à la table de la cuisine et avons examiné chaque message ensemble. Il ne m'a jamais dit quoi faire. Il a juste posé les bonnes questions. Si tu dis oui une fois, penses-tu qu'ils s'arrêteront? Non. Si tu aides une personne, les autres prendront-ils cela comme une ouverture? Oui. S'ils rencontrent Mia, leur fais-tu confiance pour ne pas l'utiliser comme un levier pour toujours? Absolument pas. Alors, que veux-tu vraiment? La paix, ai-je dit. Il a hoché la tête comme si cela suffisait. C'était le cas. Le lendemain, ma mère est passée à la vitesse supérieure. Elle a appelé d'un nouveau numéro et a laissé un message vocal disant qu'elle envisageait de venir à Fort Wayne en personne parce que la famille mérite des conversations en face à face. Quelques heures plus tard, Vanessa m'a envoyé un courriel disant « Maman est désespérée. Si tu ne réponds pas, elle pourrait bien débarquer. » Cette phrase m'a glacé le sang. Non pas parce que je pensais que ma mère pourrait physiquement forcer son entrée dans notre vie, mais parce que cela me disait qu'il croyait toujours que l'accès à moi était quelque chose qu'il pouvait réclamer par la pression. J'ai donc pris une dernière décision. J'ai écrit un courriel et j'ai mis les 3 en copie. Je l'ai gardé court, clair et d'un calme inébranlable. Je leur ai dit que je ne donnerais pas d'argent. Je ne fournirais pas de logement. Je ne contacterai pas d'avocat. Je n'écrirai pas de lettres. Je n'offrirai pas de références professionnelles. Je ne permettrai pas de visite non invitée à mon domicile ou sur mon lieu de travail. Je leur ai dit que toute tentative future de contacter mon mari ou mon enfant serait documentée et traitée comme du harcèlement. Puis, parce que je ne voulais rien dans ma réponse avec quoi ma conscience aurait à se débattre plus tard, j'ai inclus des liens vers des services d'aide au logement, d'aide juridique, de placement professionnel et une ligne de soutien communautaire dans leur comté. L'aide existait. Elle ne viendrait simplement pas de moi. J'ai terminé le courriel par une phrase qui m'a semblé être la vérité la plus pure que j'ai jamais écrite. Vous ne m'avez pas perdu parce que j'ai réussi. Vous m'avez perdu le jour où vous avez décidé que je n'étais pas digne d'amour à moins d'avoir l'air impressionnante aux yeux des autres. Je l'ai envoyé et je me suis rassise. Mes mains étaient stables. Je pensais que je me sentirais tremblante après, ou triste, ou coupable. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose qui m'a surprise par sa puissance tranquille. Le soulagement. 20 minutes plus tard, Derek a répondu le premier, furieux. Il a dit que j'abandonnais les liens du sang. Il a dit que j'étais devenu une personne froide. Il a dit que papa aurait honte. Celui-là m'a presque eu, mais seulement presque,
Parce que mon père avait été le seul dans cette famille à avoir jamais regardé mes mains après le travail et à y voir l'effort au lieu de l'échec. Il n'aurait pas eu honte de moi pour avoir refusé d'être utilisé par des gens qui ne se souvenaient de mon existence que lorsqu'ils étaient désespérés. Le courriel de Vanessa est arrivé ensuite. Il était plein de mots comme toxique, limite et guérison. Tous clairement empruntés à des publications de thérapie en ligne et arrangés dans l'ordre qu'elle pensait le plus apte à me culpabiliser. Celui de ma mère est arrivé en dernier et c'était le plus court. Alors, après tout, c'est ce que tu es. J'ai tapé une seule réponse pour eux tous. Non, c'est ce que je suis devenu après avoir survécu à ce que vous étiez. Puis j'ai bloqué toutes les adresses, tous les numéros, tous les chemins d'accès. Cela aurait dû être la fin. Mais 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de la sécurité de mon immeuble de bureau. Une femme correspondant à la description de ma mère avait demandé si j'étais disponible et avait dit qu'elle était de la famille. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai rappelé la sécurité et j'ai dit, elle n'est pas autorisée à être ici. Veuillez la raccompagner hors de la propriété et me faire savoir si elle revient. Je suis resté près de la fenêtre de mon bureau après avoir raccroché, regardant le parking 6 étages plus bas. Quand le garde s'est approché d'elle, ma mère a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a redressé sa posture et a composé son visage en quelque chose qui pouvait passer pour de la dignité blessée à distance. Elle est restée là pendant 15 minutes après qu'on lui ait dit de partir, comme si la persistance pouvait réécrire l'histoire. Je ne suis pas descendu. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas laissé la nostalgie confondre l'accès avec l'amour. Quand elle est finalement partie, je me suis rassise à mon bureau et j'ai terminé le rapport sur lequel je travaillais. C'est à ce moment-là que j'ai su que le cycle était brisé. Pas quand j'ai envoyé le courriel. Pas quand j'ai bloqué les numéros, mais quand j'ai choisi de ne pas descendre. Après ça, le bruit s'est arrêté. Pas d'un coup, mais suffisamment. Plus de nouveaux numéros. Plus d'essais émotionnels prétendant que la responsabilité avait eu lieu juste parce que quelqu'un pleurait en demandant de l'argent. Plus de commentaires sur mes pages professionnelles essayant d'emprunter de la fierté à une vie qu'ils avaient autrefois qualifiée d'embarrassante. Ethan a quand même installé une caméra près de la porte d'entrée. Et j'ai mis à jour la liste des personnes autorisées à récupérer Mia à la garderie avec des noms stricts et une note indiquant qu'aucune famille élargie n'avait d'autorisation. Certaines personnes entendent des détails comme ça et pensent que ça semble extrême. Ce n'est pas extrême quand on a grandi avec des gens qui traitent vos limites comme un défi au lieu d'un fait. C'est à quoi ressemble la protection après l'expérience. Une semaine plus tard, un samedi matin chaud, nous avons emmené Mia au parc. Elle portait de petites baskets jaunes et courait vers les balançoires avec toute la confiance intrépide de quelqu'un qui n'a jamais eu à se demander si l'amour dans sa maison est conditionnel. Ethan l'a poussée le premier, puis moi, et chaque fois qu'elle se balançait vers l'avant, elle rejetait la tête en arrière et riait d'un endroit si pur que ça me serrait la poitrine. Je suis resté là, les mains sur les chaînes, et j'ai réalisé que c'était la vraie fin. Pas ma mère pleurant devant un bâtiment, pas Derek enragé depuis une cellule, pas Vanessa envoyant de vieilles photographies comme si c'était des coupons émotionnels que j'étais obligé d'encaisser. Ceci, un matin clair, ma fille qui rit, mon mari à mes côtés. Une vie construite pièce par la même femme qu'ils avaient autrefois traitée comme si elle était trop honteuse pour être invitée à dîner. Sur le chemin du retour, Mia s'est endormie dans son siège auto avec un biscuit dans une main et le soleil sur ses joues. Ethan gardait une main sur le volant et tendit l'autre jusqu'à ce que ses doigts trouvent les miens sur la console centrale. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai regardé les rangées d'arbres défiler et j'ai répondu avec plus d'honnêteté que je n'en avais l'habitude. « Oui, je crois que je le suis enfin. » Cette nuit-là, après avoir mis Mia au lit, j'ai affiché la capture d'écran de ce vieux message de la fête des mères une dernière fois. Je l'ai lu lentement, chaque mot. Le dîner est réservé aux enfants qui ont réussi. Tu es une ouvrière d'usine. Renier. Des années plus tôt, ces lignes avaient résonné comme un verdict, la preuve que peu importe à quel point je travaillais dur ou à quel point je donnais, je serais toujours la mauvaise sorte de fille aux yeux de personnes qui valorisaient les apparences plus que le caractère. Mais assise là, dans ma propre maison, entendant le lave-vaisselle ronronner en arrière-plan et Ethan se déplacer à l'étage, je l'ai vu différemment. Ce message n'avait pas défini ma valeur. Il avait révélé la leur. J'ai fermé le fichier et l'ai déplacé dans un dossier d'archives plus profond, non pas parce que j'avais besoin de le revivre, mais parce que certains souvenirs appartiennent au stockage une fois qu'ils vous ont appris ce qu'ils sont venus vous enseigner. La vérité,
c'est que la vengeance ne ressemblait pas à ce que les gens imaginent. Ce n'était pas crier au visage de quelqu'un. Ce n'était pas les humilier en retour. Ce n'était pas publier leurs messages en ligne et inviter des étrangers à les regarder s'effondrer. La partie la plus satisfaisante était bien plus simple et bien plus difficile. J'ai refusé de devenir une source de réconfort pour les personnes qui avaient construit leur identité en me faisant sentir petite. J'ai refusé de laisser mon enfant grandir en me voyant appeler ça de la loyauté. J'ai refusé d'enseigner à Mia que les liens du sang donnent aux gens une licence permanente pour vous manquer de respect. C'est la partie qui, je l'espère, importera à quiconque écoute cette histoire. Le travail acharné a de la dignité, qu'il se déroule en bottes à embout d'acier, dans une salle de classe, dans une clinique, derrière un bureau ou à la maison. La valeur d'une personne n'augmente ni ne diminue en fonction de la facilité avec laquelle on peut se vanter d'elle en public. Et mettre des limites avec une famille toxique n'est pas de la cruauté. C'est de l'éducation de la plus profonde sorte. Cela enseigne à la prochaine génération que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, que le pardon n'exige pas l'accès et que protéger sa paix peut être la chose la plus responsable que vous ferez jamais pour vous-même et pour les personnes qui dépendent vraiment de vous. Ma mère ne voulait me récupérer que lorsqu'elle pensait que j'étais devenu utile. Mes frères et sœurs ne voulaient renouer le contact que lorsqu'ils n'avaient plus d'endroit où se tenir. Mais ma vraie famille dormait sous mon toit, en sécurité et aimait sans aucune audition requise. C'était assez. Plus qu'assez. Et s'il y a une chose que je voudrais que quiconque entend ceci retienne, c'est ceci, vous n'êtes pas égoïste de vous éloigner des personnes qui ne savent vous aimer que lorsque vous êtes pratique. Vous n'êtes pas cruel de choisir la sécurité plutôt que la culpabilité. Parfois, la chose la plus significative que vous puissiez faire pour votre avenir, pour vos enfants et pour votre propre guérison est de fermer la porte sans la claquer, de la verrouiller sans excuse. Et de construire une vie si stable que les personnes qui se sont un jour moquées de votre douleur ne pourront plus jamais toucher votre paix.